Salut, c'est Mathieu Delpech. Aujourd'hui, on fait le bilan de ma prépa CCC. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonne séance, j'adore. Solide. Mathieu Delpech. Alors, je dirais qu'ils ne sont pas au courant, la CCC, c'est la course de trail de 100 km la plus relevée du monde. On en reparle juste après. Et j'ai fait cet été une série qui s'appelle Road to CCC, qui vous emmène avec moi tout cet été pour vous faire vivre ma préparation de l'intérieur. Aujourd'hui arrive le dernier épisode avant la course, donc on fait le bilan. Dans un premier temps, avec un journaliste que vous connaissez bien, on va analyser la course et voir un petit peu le plateau incroyable qui sera présent cette année. Ensuite, on prend un petit peu de recul et on analyse tous les entraînements que j'ai fait depuis ma fracture de fatigue fin mars, comment on a organisé le bloc de travail et est-ce que je me sens prêt pour enfin aller sur cette CCC. Et puis enfin, on parlera stratégie nutrition. Cet épisode, il est soutenu par Baou, mon partenaire nutrition. Comme vous le savez, ils sortent souvent des nouveaux produits et notamment en ce début de saison, ils ont sorti une nouvelle gamme de gels naturels. C'est des gels qui sont composés à 60% de fruits et le reste, c'est du sirop d'agave. Et bien sûr, ils sont bio comme l'ensemble des produits Baou. Personnellement, mon parfum préféré, c'est celui-là, fruits rouges hibiscus. Donc ce qui est vraiment sympa, c'est la texture qui est hyper fluide et le goût qui est incroyable. Donc ils sont tous excellents, mais moi j'adore particulièrement celui-là qui est vraiment fruité. Depuis un moment et encore plus depuis ma fracture de fatigue, j'ai réalisé l'importance de bien s'alimenter, notamment de s'alimenter assez à l'entraînement. Donc désormais je m'entraîne quasiment jamais en dessous de 50-60 grammes par heure. Et avec ces nouveaux gels qui contiennent chacun 30 grammes de glucides, ça rend la chose beaucoup plus facile. Bien sûr, je complète toujours ensuite avec des barres et un petit peu de la boisson Baou qui pour l'instant est réservée à leurs athlètes. Mais ces gels, ça fait vraiment une bonne base à consommer pour avoir ces glucides à l'entraînement, pour allier plaisir et performance. Si vous voulez goûter ces gels ou découvrir toute la gamme Baou et notamment les nouveaux parfums de bar extra, il faut aller sur le site Baou et évidemment je vous ai décoté un petit code promo qui va s'afficher à l'écran qui va vous permettre d'avoir moins 15% sur tout le site jusqu'à fin septembre. Le lien de la boutique est évidemment dans la description, donc n'hésitez pas à aller vous fournir en produits sains, naturels et performants et en même temps vous me soutenez un petit peu puisqu'il y aura une petite part de vos achats effectués grâce à mon code qui me sera directement reversé, donc merci d'avance. Et merci à Baou de donner un petit coup de pouce pour réaliser cette vidéo. On reparle nutrition en fin de vidéo où je vous donne tous les détails de ma stratégie nutritionnelle pour cette CCC. Mais en attendant, grâce à Baou, j'ai pu faire travailler un copain journaliste pour analyser toute cette sortie de cette CCC, donc on va en profiter maintenant. C'est avec mon ami Alexandre Viol qu'on va analyser cette CCC. Je profite que Alexandre soit là pour vous parler du dernier podcast qu'on a lancé ensemble. Ça s'appelle Le Trail qu'on aime. On est un petit groupe d'amis passionnés de trail et on analyse les derniers résultats, les dernières tendances, tout ce qu'on aime autour du trail, notamment le dernier épisode où on décrypte un petit peu Sierzinal. Et on a la chance d'avoir en exclusivité le conseiller de Sylvain Cachard, Nicolas Martin, qui nous explique comment son poulain a encore une fois amélioré la meilleure marque française sur la course la plus relevée de tous les temps en trail running. Donc je vous invite aller sur votre plateforme de podcast. Mais bref, revenons à notre sujet. Alexandre, toi qui as analysé cette CCC, à quoi devons-nous nous attendre? Alors, merci Mathieu. Écoute, c'est avec grand plaisir que je vais vous parler un petit peu de cette CCC. Mais juste avant, je vais vous demander de vous plonger un peu dans votre imagination. Imaginez, on est le vendredi 30 août, place du Triangle de l'Amitié. Il est 19h. L'UTMB est parti depuis 1 heure maintenant. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'arrivée de la CCC. On trépigne d'impatience. On vient de voir le dernier pointage en haut de la flégère. Mathieu est passé en tête avec 1 minute 30 d'avance sur le deuxième. Mathieu va-t-il résister? Va-t-il boucler cette dernière descente en tête? Et va-t-il franchir la ligne d'arrivée de la CCC en grand vainqueur, place du Triangle de l'Amitié? Et Mathieu va-t-il à 27 ans remporter la CCC? Eh ben, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais avant ça, et avant de rêver, on va se plonger un petit peu dans l'histoire de la course et dans les favoris qui seront présents cette année. Alors pour faire un petit rappel sur la course que va faire Mathieu, la CCC dans les 3C correspondent aux villes de Courmayeur, Champé et Chamonix. C'est le 100 km le plus relevé de la planète. Son parcours il est très simple, à quelques petits détails près, c'est la deuxième partie de l'UTMB et qui traverse donc les communes de La Fouilly, Champé, Trian, Valorcine et enfin bien sûr Chamonix pour une arrivée mémorable, place du Triangle de l'Amitié. Le départ, il est fixé le vendredi 30 août à 9h pour environ 101,5 km et 6100 mètres de dénivelé positif. Le temps maximum pour effectuer le parcours, 26h30. Le record de la course, c'est le Suédois Peter Engdahl qui l'a en 9h53, un chrono stratosphérique réalisé en 2022. C'est le seul athlète à être passé sous la barrière symbolique des 10 heures depuis la création de la course en 2006. Donc il ne faut pas se le cacher, avec une telle densité aujourd'hui et un tel niveau de coureur, pour faire top 10 sur une CCC, il faut presque obligatoirement aller chercher un chrono sous les 11 heures. En 2021, à titre d'exemple, en 11h30, vous étiez 10e. En 2022,
avec le même chrono de 11h30, vous étiez 19e. Merci Alexandre pour ce tour d'horizon très complet de ce qui nous attend sur cette CCC. Je suppose aussi que tu as bien analysé la liste des favoris. Pour toi, quels sont les prétendants à un potentiel sub-10 heures? Qui c'est qui sera devant pour mener la danse dans quelques jours? Alors effectivement, j'ai analysé dans le plus grand détail la liste des favoris sur le papier, parce que le papier ne reflète pas nécessairement la réalité du terrain. Mais on peut dire que cette année, c'est l'une des éditions les plus denses de la CCC qui s'annonce. Côté grand favori, on retrouvera notamment l'Américain Adam Peterman qui s'est révélé aux yeux du grand public en 2022 en gagnant la Western State et en devenant champion du monde de trail long en Thaïlande. On aura le retour du Suédois volant Peter Engdahl, le recordman de la course qui, après s'être cassé les dents sur l'UTMB l'an dernier, revient sur la course qui l'a aussi révélé aux yeux du grand public. Malheureusement gêné par une petite blessure cet été, il est encore incertain pour prendre le départ. On trouvera l'Espagnol Manuel Merillas, plutôt habitué à des distances plus courtes et à faire du skyrunning et à s'amuser dans les terrains techniques. Sûrement l'un des meilleurs descendeurs du monde. Un autre Américain très connu des chemins chamoniards, c'est Hayden Knox, qui a magnifiquement brillé cette année sur la Western State avec une très belle 3e place, qui revient à Chamonix cette année après sa magnifique victoire en 2017 sur la CCC. On va retrouver aussi l'Italien Andreas Reiter, 3e en 2022 derrière Thibaut Garivier et John Albon. À voir si cette année il va être remis des nombreuses courses qu'il a effectuées en début de saison. La grosse surprise peut-être de cette CCC, ce sera le néo-zélandais Daniel Jones, 4e de la Western cette année et 12e de l'UTMB en 2023. C'est un athlète qui est capable de remporter le Tarawera Ultra Trail. C'est un coureur qui va très très vite. Autre américain, Dakota Jones, 3e l'an dernier de la CCC et aucune perf sur cette année à son actif. Un autre espagnol, Andreu Simon, 6e en 2022, DNF malheureusement l'an passé. Il a déjà gagné une des plus grandes classiques du calendrier Ultra Trail, la Trans-Gran Canaria. Un petit Frenchie, Damien Humbert, 2e de la Transvulcania en 2023, qui a vécu une deuxième partie de saison compliquée et qui depuis 2024 pareil, c'est aussi compliqué pour Damien. Cette année, il sera bien au départ, il sera sûrement très revanchard pour aller chercher une grosse performance. Et puis, je vais terminer avec un autre Américain, Rod Farvard. Il a terminé 2e de la Western State derrière Jim, avec le 3e meilleur chrono de tous les temps. Donc, il va être très attendu cette année sur la CCC. En effet, ça en fait du beau monde, mais je crois qu'il y a un autre match dans le match. Cette année, il y a une belle ribambelle de Frenchies qui sont inscrits et donnés rendez-vous sur cette CCC. Est-ce que tu as aussi analysé ça? Effectivement, Mathieu, cette année, on va retrouver pléthore de profils, de très très bons profils français. Et on peut commencer notamment par Hugo Deck, excellent 5e en 2021, qui lui aussi s'est cassé un petit peu les dents l'an dernier sur l'UTMB et sur la TDS en 2022. Il revient sur une distance qu'il connaît mieux. À noter aussi la présence d'Antoine Thiria, le très beau vainqueur de la 6000D cette année, qui a réalisé une des plus grosses performances de sa jeune carrière et qui s'est bien rattrapé après un petit DNF sur le 90 du Mont Blanc suite à un petit problème de cheville. Malheureusement, on a appris récemment qu'il avait une petite tendinite au genou, donc il reste encore incertain pour prendre le départ. On espère qu'il arrivera en pleine forme. La présence de Baptiste Petitjean, et qui revient cette année aussi pour essayer d'améliorer son chrono et qui a fait une belle 3e place aux 90 km du Mont Blanc. On aura aussi la chance de voir sur les sentiers Antoine Charvolin, contraint à l'abandon sur le 90 Mont Blanc cette année. Il s'est relancé en Suisse fin juillet en remportant haut la main le Gruyère Trail. 22e l'an passé en 12h12. On l'attend cette année sous les 11h. Clovis Chavreau, membre du team Sidas Matrix, tout comme Mathieu, pas de France de trail cette année malheureusement après une blessure au pied. Il revient en forme, il s'est testé positivement sur une longue distance sur le 90 du Mont Blanc en reprise. Il vient de clôturer 3 semaines de stage avec le team Sidas Matrix enchaîné avec une reconnaissance du parcours en 2 jours. Reste plus qu'à assimiler tout ça. Mais petite mauvaise nouvelle qu'on a appris aussi récemment, Clovis il va être incertain pour le départ de la course parce qu'il s'est malheureusement luxé l'épaule lors d'une chute durant une course de prépa. Et puis on suivra aussi avec attention Paul Matou, Virgile Morizet, Arnaud Bonin, Paul Cornuchauvin ou encore Valentin Bénard. Voilà un petit peu l'étalage de toutes les forces en présence françaises et on peut déjà annoncer que la bataille sera rude entre tous nos Frenchies. Et puis notre Mathieu National dans tout ça, il a la 50e cote sur le papier, mais le papier ça veut rien dire, ce qui compte c'est le terrain. En effet, c'est le terrain qui va parler. Merci Alex pour cette belle analyse. J'aimerais conclure cette preview en disant 2 choses. La première, c'est que si ce type de contenu vous plaît, je vous invite grandement à aller écouter notre podcast où on a fait une analyse de la densité des favoris sur chacune des courses OCC, CCC, UTMB et on a aussi chacun sélectionné un favori et une favorite qu'on a décortiqué pour vous présenter un petit peu des profils un petit peu plus en détail. Et bien sûr, là-bas, on a essayé de faire au maximum un traitement égal homme-femme. Ici, malheureusement, on a pu parler uniquement des hommes puisqu'on a essayé de mettre
le focus plus sur ma course et ce qui m'attend moi. Et c'était déjà bien assez long comme ça, je crois. Enfin, la deuxième chose, pour remercier tous les soutiens du KissKissBankBank, je vous propose de retrouver cette preview en version écrite et intégrale sur le KissKissBankBank directement. Vous pourrez télécharger la version longue de ce qu'avait écrit Alexandre. Évidemment, on a dû énormément raccourcir pour que ça puisse rentrer dans son format vidéo, mais il y a plein d'informations complémentaires que vous allez retrouver dans cette preview. Et en bonus, je vous mets une liste de mon matériel obligatoire avec le poids de chaque élément et mes petits tips pour optimiser un petit peu tout ça. Je vous propose de refaire le bilan de toute cette prépa CCC depuis la fracture de fatigue jusqu'à l'affûtage. Donc d'abord, forcément, la première partie post-fracture de fatigue qui est inévitable, c'est le repos. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucune contrainte sur la zone osseuse au début pour que ça se régénère correctement. Donc un tout petit peu de natation, un tout petit peu de renfort du haut du corps, mais quasiment rien pendant 3 semaines. Ensuite, il y a eu une phase de 2 semaines où là, on a remis du mouvement, mais vraiment pas de contrainte. Donc c'est-à-dire qu'à vélo, c'était vraiment des petites sorties, pas très longues, sans trop appuyer sur les pédales, un petit peu aussi de mobilité, de renfort léger en salle, mais vraiment éviter de mettre des charges sur la hanche. Ensuite, il y a eu une partie de 3 semaines où là, en salle, on commençait un petit peu à augmenter les poids, à mettre un petit peu de contrainte sur la hanche. Et surtout, le cœur de cette phase de début de la réathlétisation en courant, c'était sur l'haltérgé. Donc, c'est un tapis qui permet de courir en portant pas l'intégralité de son poids de corps. Donc ça a duré 3 semaines. En parallèle, le début de la reprise des intensités à vélo. Ensuite, on est rentré dans une phase de 5 semaines très progressive de la course à pied. Toujours un gros focus sur la quantification du stress mécanique. Donc 5 semaines en augmentant progressivement le volume total de course à pied, que ce soit en distance ou en dénivelé, qui nous a amené jusqu'à la semaine du cross du Mont Blanc, qui était une étape fatidique, qui venait conclure du coup la deuxième phase de réathlétisation en validant en fait une sortie longue avec beaucoup d'intensité sans douleur. Bien sûr, je ne m'attendais pas à un gros résultat puisque à pied, j'avais fait aucune séance. C'était la première séance. Et en fait, elle faisait la transition entre la phase 2 de réathlétisation et la phase 3 qui était un petit peu une phase de 3 semaines où on a voulu un petit peu essayer de booster les qualités physiologiques avec mon coach Nicolas Martin. Donc, il y a eu pas mal de séances sur 3 semaines. Donc, ça a commencé au cross du Mont Blanc et ensuite pas mal de séances pour arriver jusqu'à cette semaine-là où j'ai fait le 4x1800 qui est venu conclure cette phase de travail physio avec beaucoup de réussite. J'étais assez surpris de la forme que j'avais à ce moment-là. Je pense que j'ai vraiment gapé entre le moment du cross du Mont Blanc et le 4x1008 où j'ai fait une course très aboutie. Je vous invite d'ailleurs à aller revoir la vidéo puisque quand elle est sortie, il y avait des JO, personne n'était sur YouTube. Après, il y a eu une petite semaine assez cool avant de poser un bloc spécifique de 2 semaines. Donc en stage après Saint-Didier, il y a aussi une vidéo sur le stage avec le Team Brooks. Donc là où on fait moins d'intensité, plus de volume et sur des allures spécifiques courses, c'est-à-dire haute zone 2, pas de zone 3, donc pour préparer la CCC, c'est ça. Donc ça, c'est à S-5 et S-4. Et puis ensuite, on commence sur 3 semaines une affûtage progressive où on réduit le volume, on garde quelques intensités. Vous voyez, ce qu'on regarde depuis le début de l'écran, c'est le volume horaire. L'idée sur le cœur de l'été, le cœur de la prépa, c'était de garder un volume stable entre 20 et 25 heures, pas faire des semaines gargantuesques pour pas prendre trop de risques de fatigue et de blessures potentielles. Par contre, ce qui a changé, c'est le focus et la répartition au sein des semaines des différentes zones et des différents modes d'entraînement. Donc si vous voulez regarder un petit peu plus les distances par sport pour bien voir la progressivité et le contrôle du stress mécanique. Donc voilà, on a vraiment une très belle progressivité en début de prépa, les 2 semaines de prépa spécifique, la semaine de décharge post-compétition après le 4x1008 où j'ai vraiment fini à bloc, un petit peu déshydraté. On a vraiment voulu faire une semaine très light en termes de course à pied après pour pas refaire l'erreur qu'on avait fait pour la prépa des championnats de France où là j'avais enchaîné assez relativement vite après la course de prépa du trail de la Seine-Baume. Ensuite on retrouve évidemment le même pattern sur le dénivelé et la quantification du stress mécanique. Donc les premières semaines j'étais sur haltérgé donc forcément il n'y avait pas de dénivelé. Donc voilà globalement à quoi ressemble cette prépa CCC. Bien sûr, une fois qu'on a terminé, on pourrait toujours dire « Ah, j'aurais pu en faire un peu plus », mais je suis vraiment satisfait de là où j'en suis aujourd'hui. On n'a pas pris de risque, pas aller chercher les derniers pourcentages. On n'a pas fait de protocole chaleur, on n'a pas fait d'altitude. Franchement, on est resté sur des choses simples et faire bien. Et déjà, là, j'arrive à 2 semaines de la course sans douleur, l'impression d'en avoir quand même bien travaillé. Donc même si je suis à 95%, c'est déjà une très bonne satisfaction. J'ai vraiment hâte d'être à Courmayeur dans quelques jours maintenant. Il est temps maintenant de parler un petit peu stratégie nutritionnelle sur ce gros rendez-vous. C'est quelque chose qu'il faut planifier pour vraiment ne pas rater sa course. Et je vous donne maintenant les clés de ma planification. Une des particularités de cette CCC, c'est que toute la première moitié, jusqu'à Champélac, il n'y a pas d'assistance autorisée. Il y a 3 ravitaillements, mais aucune aide extérieure n'est possible. À Champé, on peut avoir une assistance et ensuite il y a 2 ravitaillements avec assistance. Donc à Trian au kilomètre 71 et puis à Valorcine au kilomètre 84. La nutrition, évidemment, ça se prépare bien en amont de la course. C'est pas quelque chose qu'on peut tester sur la course. Personnellement, à l'entraînement, je vous ai parlé en début de vidéo de 50-60 grammes par heure, mais parfois sur les séances clés, je suis monté jusqu'à plus de 120 grammes par heure pour habituer mon système digestif à au moins
tolérer ces glucides. Donc pour ça, j'ai fait un mix de différents produits, essentiellement les nouveaux gels Bahou et la nouvelle boisson. Donc malheureusement, c'est une boisson qui n'est pas encore disponible et qu'ils n'ont fait que pour nous, pour les athlètes qui représentent Bahou. Ça s'appelle Pro Series. Mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez envie aussi que ça sorte et que vous puissiez en profiter. Donc moi, à l'entraînement, je suis monté jusqu'à 120 grammes par heure. Mais sur une course longue comme ça, je vais plutôt partir sur la première moitié de course autour de 90 grammes par heure pour pas prendre de risque d'avoir de problèmes digestifs. Ensuite, si ça va vraiment bien sur la seconde partie, je vais essayer un petit peu d'accélérer. Et là, si j'ai aucun problème digestif, je vais peut-être monter un petit peu plus, essayer de franchir les 100 grammes par heure en restant que sur du liquide, donc des gels et de la boisson, parce que à partir de ce moment-là, ça devient un petit peu plus difficile de mâcher. Ma stratégie de course sur les 5 premières grosses heures où il n'y aura pas d'assistance, c'est vraiment de partir avec toute ma nutrition sur moi pour ne pas avoir de surprise et pour pouvoir vraiment gérer au mieux ce que je vais ingérer. Donc la base, en fait, sur ce début de course, ça va être un gel et une barre par heure, ce qui nous fait 55 grammes de glucides par heure. Et ça, je vais le compléter avec de la boisson pour atteindre les 90 grammes par heure. Donc, je vais partir au début avec 5 barres et 5 gels dans mes poches. Et ce que je vais faire aussi, c'est qu'en amont, je vais remplir des flasques avec de la poudre sans mettre l'eau, pour pouvoir ensuite, dès que j'arrive au ravito, je ouvre mes flasques, je mets de l'eau, je referme et je repars. Comme ça évite d'avoir trop de manipulation à faire et ça permet d'être bien efficace. Ensuite, sur la deuxième partie du parcours, comme je vous l'ai dit, je vais me concentrer plutôt sur du liquide et des gels puisque c'est ce qui passe le mieux sur des formats très longs quand il peut y avoir un petit peu potentiellement de l'écœurement. J'essaie de partir sur chaque section avec 2 flasques. S'il y a une section qui est un petit peu plus longue où je sens qu'il va faire très chaud aussi, je m'empêche pas de prendre une 3e flasque que je vais porter dans la ceinture du short. Comme ça, je peux partir avec 1,5 litre et c'est un petit peu plus sûr. J'essaie aussi de consommer directement sur les ravitaillements pour éviter d'avoir à emmener du poids, donc notamment de boire directement sur les ravitaillements, ça peut éviter de prendre une flasque en plus sur les sections suivantes. Et j'aime bien aussi m'alimenter sur les ravitaillements, notamment avec ces éco-recharges, donc boire directement la purée Bahou. Celle-là, c'est la purée patate douce, donc il y a 20 grammes de glucides par 100 grammes. Et il y a aussi 1 gramme de sel par 90 grammes de produit. Donc le sel, c'est aussi quelque chose qui est à considérer. Jusqu'à maintenant, je vais parler exclusivement des taux de glucides par heure, mais il ne faut pas du tout oublier le sodium qui est très très important et qu'on perd beaucoup sur ces efforts d'endurance. Il est recommandé d'ingérer entre 300 mg et 1 g de sodium par heure, voire plus si vous transpirez beaucoup. Donc ça, vous le savez, si quand vous terminez des sorties longues, vos vêtements ils sont marqués de traces blanches, ça veut dire que vous transpirez beaucoup et que votre transpiration elle est riche en sodium. Donc probablement, il faut plutôt que vous alliez vers la fourchette haute de recommandations de consommation de sodium à l'effort. Donc attention, on va faire un petit peu de maths désormais. 1 gramme de sel n'est pas égal à 1 gramme de sodium. Dans 1 gramme de sel, il y a 0,4 g de sodium. Donc pour atteindre 1 gramme de sodium, combien il faut de grammes de sel? 2,5. Et donc les recommandations en sodium de 0,3 à 1, combien ça donne en sel? Allez, dites-moi. Ça donne de 0,75 à 2,5 et parfois même un petit peu plus comme je vous l'ai dit si vous suivez beaucoup et très salé. Bon, je vous l'aurais mis à l'écran pour que ce soit plus clair. Et donc c'est pour ça aussi que j'aime bien les produits Bahou qui sont assez complets, notamment cette barre chocolat, noisette et fleur de sel qui a 0,4 g de sel dans chaque barre, ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la purée de patate douce qui contient 1 g de sel pour 90 g de produit, donc qui est le format standard de purée. Pour les éco-recharges, bien sûr, là il y a 330 g de produit, donc un petit peu plus de 3 g de sel. Et le sel, bien sûr, il peut aussi être apporté dans l'hydratation. Donc si je vois que j'ai pas assez de sel dans les produits que je vais manger, j'en ajoute avec les électrolytes que je vais mettre directement dans ma boisson ou avec de la ceinture, par exemple, que je vais boire au ravitaillement. Donc voilà, grosso modo, ma stratégie de course et les produits Bahou que je vais prendre, quand, comment et pourquoi ils sont intéressants. Pour être 100% honnête avec vous, il y aura sûrement aussi d'autres produits qui viendront un petit peu compléter cette base de produits Bahou, donc pour avoir un petit peu plus de variété, et aussi quand je vais monter sur des très hauts taux de glucides horaires pour rééquilibrer un petit peu la balance fructose-glucose qui est un petit peu élevée sur les produits Bahou puisque c'est exclusivement du sucre qui vient des fruits, donc parfois il y a un tout petit peu trop de fructose pour monter sur des très hauts taux horaires. Mais si vous restez sur des fourchettes plus habituelles, autour de 50, 60, 70 grammes de glucides par heure, il ne devrait pas trop y avoir de problème. Mais moi, sur la deuxième partie de course, j'ai envie de tenter de monter un petit peu plus. C'est pour ça que je vais complémenter sûrement avec des gels ou de la boisson d'une autre marque. Bref, les chiffres à retenir de ma stratégie nutritionnelle pour la CCC, c'est autour de 100 grammes de glucides par heure en moyenne sur la course. L'hydratation, c'est surtout en fonction de la soif, mais entre 400 ml et 1 litre par heure, voire un petit peu plus s'il fait même très chaud. Et le sodium, au moins 300 mg par heure. Et voilà, maintenant plus que quelques jours à patienter, j'ai vraiment hâte de me retrouver sur cette ligne de départ à la CCC. Je vous rappelle, si vous êtes encore là, qu'il y a 3 choses importantes à faire avant de partir. 1.
le lien vers la boutique Baou et le code promo pour profiter de 15% et en même temps me soutenir. 2, il y a le lien du podcast où vous retrouverez des infos très intéressantes sur le trail. Et 3, le lien du KissKissBankBank pour soutenir tout mon travail et avoir parfois du contenu exclusif comme cette fois où vous avez la preview en intégralité et aussi quelques petits tips sur l'optimisation du matériel obligatoire. Et puis enfin, avant de partir, si vous êtes encore là déjà, bravo. Donc je suppose que vous n'êtes pas à ça près, que vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne, ça permet de promouvoir la vidéo. Un petit commentaire, bien sûr, on lit tout, on essaye de répondre aussi au maximum si vous avez des questions. Et enfin, bien sûr, il faut s'abonner pour ne pas rater de la vidéo de la CCC qui s'annonce vraiment exceptionnelle. Je vous en dis pas plus, mais quoi qu'il arrive, je pense qu'on aura une très très belle vidéo, donc abonnez-vous pour ne pas rater ça. Et puis maintenant, à très bientôt pour vous raconter cette CCC. Ciao, ciao!